Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement se met au vert avec 50 nouvelles mesures pour une meilleure gestion des déchets, une politique de recyclage systématique et la lutte contre le gaspillage et l'obsolescence programmée de certains produits. Le détail dans cette édition. Quel bilan après un an de présidence d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre la corruption? Une ONG met en cause les avancées insuffisantes du gouvernement sur l'éthique et la transparence de la vie publique. On en parle dans un instant. Modifier en profondeur le système de financement des centres d'apprentissage pour augmenter le nombre d'apprentis, c'est l'objectif de l'exécutif qui veut redonner ses lettres de noblesse à cette filière souvent boudée des jeunes. Les régions s'y opposent et dénoncent une privatisation. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à ces débats sur Twitter, le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner aujourd'hui, salle des conférences, on retrouvera Quentin Calmet en direct. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Édouard Philippe a détaillé ce matin son plan pour sortir de l'ère du tout jetable depuis la Mayenne et l'usine SEB. Le Premier ministre a annoncé 50 mesures en faveur du recyclage des déchets. Jérôme Rabier. Moins consommer de matériaux neufs, mieux trier les déchets et davantage les valoriser. Voilà les 3 objectifs du gouvernement en matière d'économie circulaire. Pour lutter contre la fin de vie programmée de certains appareils, le gouvernement souhaite un affichage obligatoire dès 2020 de la durée de vie des produits, notamment électroniques et électroménagers. Sur le tri des déchets, une harmonisation des poubelles de tri dans l'ensemble du pays sera adoptée, avec notamment un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025. Un plastique qui devrait ensuite être mieux intégré en production, notamment dans les filières de l'automobile, de l'emballage ou du bâtiment. En matière d'incitation financière, l'objectif est de rendre le recyclage moins coûteux que la mise en décharge, avec une baisse de la TVA pour l'ensemble de la filière, depuis la collecte jusqu'à la valorisation en passant par le tri. En contrepartie, il y aurait une hausse des taxes pour la mise en décharge ou l'incinération des déchets. Pour mieux impulser la dynamique, l'État devrait montrer l'exemple en incitant les administrations au don des équipements dont elles n'ont plus l'usage et en leur fixant un seuil minimal d'utilisation de 50% de papier recyclé. Un ensemble de 50 mesures a été présenté avec comme objectif à long terme de créer 300 000 emplois supplémentaires dans l'économie circulaire, un secteur qui représente déjà 800 000 salariés en France. Comment redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage alors que la réforme sera présentée prochainement en Conseil des ministres? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, lance une campagne de sensibilisation et d'information pour inciter les jeunes à choisir cette voie souvent boudée et dévalorisée. Aurélien Romano. Le cadre est idéal, le Conservatoire national des arts et métiers, lieu choisi par le gouvernement pour lancer sa réforme de l'apprentissage. Les points clés, remise à plat du financement des centres de formation afin de garantir que chaque contrat sera financé. Nouvelle philosophie de l'apprentissage, 2 ministères main dans la main, celui du travail et celui de l'éducation nationale. On va, sur l'orientation, mettre l'apprentissage sur le même plan que les autres voies. Il n'y a pas une voie meilleure que l'autre. Et on peut faire le diplôme sous statut scolaire ou l'apprentissage, faire des passerelles entre les deux, faire des campus entre les deux. Donc on dépasse cette opposition qui est un peu historique dans le pays, comme si les mains étaient d'un côté et l'intelligence de l'autre. Non, on dit, voilà, les jeunes sont comme tout le monde, on est complet et on peut, par différents biais, aboutir au même objectif. La ministre veut aussi faire sauter ce qu'elle appelle des verrous. Celui de la mobilité notamment, avec une aide de 500 € pour chaque jeune apprenti qui devra passer le permis de conduire. En jeu aussi un train de mesures concernant la durée ou les modalités de l'apprentissage. Mais l'événement du jour, c'est aussi le lancement d'une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Hashtag démarre ta story. C'est parti. La ministre s'est entourée de jeunes, un exercice obligé, mais aussi de soutien et de relais importants, notamment les chambres de métiers. Il y a une vraie réforme, il y a un vrai texte de loi qui mobilise, qui met sur le devant de la scène les branches, qui fait un travail avec les régions. Donc là, on mettra nous aussi, le réseau des chambres des métiers de l'artisanat, tout en œuvre. Nous avons 700 000 emplois non pourvus dans l'artisanat parce que justement, on n'a jamais donné les lettres de noblesse à l'apprentissage. Aujourd'hui, on les donne, je me mobiliserai. Contrairement à ses prédécesseurs, la ministre s'est toutefois bien gardée pour le moment de donner un objectif chiffré pour cette mesure.
Et on retrouve Quentin Calmet en direct de la salle des conférences du Sénat avec le premier invité cet après-midi. C'est Martin Lévrier, sénateur La République En Marche des Yvelines. C'est à vous, Quentin. Oui, Martin Lévrier, vous étiez ce matin à la présentation par Muriel Pénicaud de cette nouvelle campagne en faveur de l'apprentissage. Une filière qui est régulièrement relancée depuis 30 ans. Tous les gouvernements ont tenté de vanter les bienfaits de cette filière. Le nombre d'apprentis reste faible, seulement 400 000 en France. Qu'est-ce qui peut changer avec cette campagne lancée ce matin ? Bonjour. La première chose qui va changer et qui change, vous avez dû le voir ce matin, c'est que nous avons fait parler des jeunes. Et le moteur de l'apprentissage, le moteur du réacteur, ce sont les jeunes, avec un deuxième moteur, l'entreprise. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de jeunes pour l'apprentissage. Donc c'est vraiment le moteur principal, ce sont les jeunes, centrés sur les jeunes et leur rappeler, leur faire découvrir aux familles aussi que l'apprentissage est une voie d'excellence et pas une voie de garage, malheureusement, telle qu'elle a été considérée depuis 30 ans. On l'a vu dans le reportage d'Aurélien Romano, le gouvernement a refusé de donner un objectif chiffré. Est-ce que vous, parlementaires qui connaissez bien cette question, qui avez comme ça interrogé la ministre à plusieurs reprises, vous vous fixez une ambition par rapport à ce plan ? C'est parce qu'on a beaucoup d'ambition qu'on ne peut pas donner de chiffres, si vous voulez. Je ne vois pas l'intérêt de donner un chiffre, ça serait donner déjà une limite, alors que nous, l'objectif, c'est le maximum possible, parce que ça répond à l'emploi et ça répond aux besoins des jeunes. Donc non, pas de chiffres pour l'instant, ça n'aurait pas de sens. Et parmi les mesures, celle de ce matin, laquelle peut, selon vous, le mieux porter, comme ça, cette ambition et le plus renouveler la filière apprentissage ? Un certain nombre. Vous avez déjà l'idée de rapprocher les lycées professionnels de formation initiale, c'est-à-dire ceux qu'on connaît avec les CFA et les UFA. Donc un vrai regroupement de compétences. Donc ça c'est très important pour les jeunes. Une vraie recherche d'orientation beaucoup plus tôt, d'intéresser les jeunes et les familles au métier et à l'apprentissage, ce sont deux éléments très importants. La victoire de l'apprentissage se fera aussi par les familles et par la conviction qu'on va mettre et la réussite qu'il y aura derrière. Et alors aussi parler un petit peu des sujets qui fâchent, car dans ces mesures pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a le changement de modèle économique pour l'apprentissage qui sera désormais piloté par les branches professionnelles. Les régions ont dénoncé la mesure. Selon elles, la moitié des centres de formation, elles pourraient un jour être susceptibles de fermer ou d'être restructurées. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les régions ? Alors, deux choses. Là, je demanderai à la région de ne pas trop parler à la place des CFA. J'ai eu le privilège, dans un ancien temps qui était récent, de m'occuper d'un CFA, d'un UFA, et donc de très bien connaître le mode de financement. La taxe d'apprentissage était excessivement dangereuse pour la gestion des UFA, parce que c'était une recette sans facturation. Donc pour les UFA, les CFA, c'est une très bonne nouvelle d'être facturés à leur apprenti. Ça, c'est de la très bonne nouvelle. Après, les régions gardent une compétence et des compétences d'orientation, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un des moteurs aussi indispensables de l'apprentissage. Donc ils vont être une force constructive et aussi de tout le suivi de l'investissement pour les CFA et les UFA. Donc les régions ont un vrai rôle. Maintenant qu'elles soient inquiètes, je peux le comprendre. Je suis plus dubitatif sur certaines régions qui se plaignent alors que l'argent qui était dévolu à l'apprentissage ne partait pas en totalité à l'apprentissage. Ça, c'était un vrai problème aussi. Mais comment garantir le maillage sur tout le territoire ? Par les branches interprofessionnelles qui, elles, doivent jouer leur rôle aussi maintenant et doivent partir aussi maintenant en pèlerin pour avancer. Une question aussi sur le fait que les formations elles seront développées en fonction des besoins des entreprises. Certains y voient une forme de privatisation de la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on réfléchit plus en bloc de compétences aujourd'hui. Et c'est bien, aujourd'hui, un jeune va avoir 4-5 métiers. Donc si on réfléchit en diplôme et uniquement en diplôme, on prend un risque pour le jeune. Donc il faut réfléchir aussi en bloc de compétences et c'est un des moyens par l'apprentissage de travailler comme ça. Donc effectivement, tout ne sera pas obligatoirement diplômes nationaux, il les faudra, ils sont indispensables, mais il faut savoir évoluer autour. Un dernier mot sur la rémunération, elle va augmenter pour les jeunes de 16 à 20 ans de 30 €. Est-ce qu'elle n'est pas là aussi la clé ? Est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus revaloriser cette rémunération ? Il faut un début à tout. 700 € quand on a 18 ans, c'est déjà pas mal, sachant qu'en plus on les aide pour le permis de conduire, 500 €. Donc la moitié à peu près du permis de conduire. Il y a un certain nombre de choses. On ne peut pas non plus vouloir 4 000 € avant de commencer. Il faut commencer par les bonnes choses. Merci beaucoup Martin Lévrier d'avoir répondu à nos questions en direct sur Public Sénat. Merci à vous Quentin pour cette première réaction en direct. Et pour le gouvernement, cette filière doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes. En effet, l'apprentissage peut être un levier pour accéder durablement au marché du travail. Voyez ce reportage de Cécile Sixou. Elle est allée à la rencontre de Paul. Il se destine à être cordonnier. Travailler avec ses mains, c'était le rêve de Paul. À 18 ans, après un bac S, il a choisi de devenir cordonnier. Depuis un an, il est apprenti dans cette cordonnerie spécialisée dans les chaussures de montagne. C'est pas du tout un métier mort, contrairement à ce que certains pourraient penser.
on part un peu là-dedans sans trop savoir. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avant d'arriver dans ce milieu-là. Les métiers manuels, c'est des métiers, c'est passionnant, on crée, on fait des choses avec nos mains qu'on ne fait pas sur des bancs d'école. C'est un métier qui est très, comment dire, qui apporte du bonheur, voilà. 2 ans dans quelques mètres carrés où il apprend les techniques de réparation des chaussures avec son maître d'apprentissage Thierry. Au total, Paul passe 6 semaines dans l'atelier, puis 2 semaines à l'école. Il est payé près de 1 000 € par mois. En passant par cette filière, les 16-25 ans ont plus de chances de trouver un emploi. 70% d'entre eux sont embauchés. Pourtant, l'apprentissage peine à les attirer. En 2017, seulement 7% avaient choisi cette voie. L'apprentissage souffre d'une mauvaise image en France, due peut-être aussi au secondaire ou au niveau de l'orientation des jeunes qui, voilà, si tu es bon, tu restes en filiale normale, si tu n'es pas bon, tu vas en apprentissage, alors que tous mes jeunes qui sont passés par l'apprentissage ont tous, ou 90%, ont eu leur bac. Et ils ont pris leur décision de dire non, les études, c'est pas pour moi, je préfère travailler de mes mains. Après 2 ans dans cette cordonnerie, Paul poursuivra sa formation pendant 5 ans avec les Compagnons du Devoir. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Clotilde Walter. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci d'être avec nous. Merci. Également sur ce plateau, François Bonneau. Bonjour. Vous êtes président socialiste de la région Centre-Val de Loire et président délégué de l'association Région de France. Merci à vous. J'accueille également Jean-Claude Bélanger. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des Compagnons du Devoir. Et puis enfin, pour nous éclairer sur ce débat, Albert Ritzenthaler, vous êtes conseiller CFDT au CESE, co-rapporteur d'un avis sur l'orientation des jeunes. Merci à tous les 4. Première question, Clotilde Walter, pour vous, puisqu'on voit aujourd'hui finalement le gouvernement qui lance sa propre réforme de l'apprentissage. On sait que chaque gouvernement a eu aussi un plan pour relancer cette filière sans grand succès. Quel regard portez-vous sur ces annonces ce matin et plus généralement sur ce plan lancé par le gouvernement? Est-ce qu'il y a véritablement un changement d'échelle en matière d'apprentissage? Il y a un changement profond. Il y a un changement profond dans le sens où on met l'entreprise au centre et on rentre dans une logique de marché. Deuxièmement, le jeune, je ne suis pas sûre que le jeune puisse choisir son parcours professionnel et puis faire ses choix. Puisque s'il n'a pas de contrat, s'il n'est pas pris dans un CFA, il ne pourra pas, s'il n'y a pas de CFA à proximité de chez lui, il ne pourra pas forcément y accéder dans le territoire puisqu'il y a une liberté d'installation. Et surtout, les régions qui jouaient un rôle de régulation en termes au niveau des territoires perdent ce rôle. Et donc, il va y avoir un problème dans les territoires d'accès aux formations que l'on souhaite, et il va y avoir un problème plus global de réponse aux besoins de l'économie. C'est ainsi que je caractériserai la réforme. On va y venir dans un instant. François Bonneau, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Clotilde Walter? On rentre dans une logique de marché avec cette réforme de l'apprentissage? C'est en effet un système d'offres et de demandes qu'on nous propose. Plus de cartes, plus de projets, plus d'aménagement du territoire stabilisé par l'apprentissage. Il y a des contrats, j'ouvre. Il n'y a pas de contrat, je ferme. Nous disons, il s'agit de formation initiale. Il s'agit de réformer l'apprentissage pour qu'il y ait plus d'apprentis, pour que plus d'entreprises s'engagent dans la belle aventure de l'apprentissage et pour que, globalement, on ait, sur des métiers essentiels aujourd'hui, plus de jeunes qualifiés. Et ça n'est pas par un système d'offres et demandes qu'on réussira à relever ce défi. Jean-Claude Bélanger, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur cette logique de marché? C'est un peu comme ça que cette réforme vient d'être présentée par les interlocuteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être certainement dépasser les clivages région, branche professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, et ça a toujours été mon propos, en disant qu'il fallait libérer la mécanique complexe lorsque un jeune veut s'engager vers la voie d'apprentissage et protéger aussi le jeune qui doit être formé. Quand je dis ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons simplifier les mécaniques. Moi, je suis ni pour, ni contre les régions, ni pour, ni contre les branches. Moi, ce que je souhaite vraiment, et c'est toujours ce que j'ai défendu, c'est qu'on puisse simplifier
la démarche d'un apprenti quand il veut rentrer en apprentissage pour qu'il puisse trouver une entreprise et un centre de formation qui lui correspond afin qu'il puisse avoir la formation sur lesquelles il veut être formé sur son métier. Ouais. Quel regard portez-vous sur cette réforme? Est-ce qu'il y a justement des améliorations en matière d'orientation des jeunes? Alors, en ce qui concerne l'orientation, pour l'instant, on attend d'avoir des éléments un peu précis. Ce que l'on peut dire, c'est que les enjeux fondamentaux par rapport à l'orientation, c'est celle d'améliorer l'accompagnement, c'est celle de favoriser la maîtrise des parcours pour les jeunes, et c'est celle d'accompagner l'insertion professionnelle. Et sur ces 3 points, l'apprentissage, évidemment, est au cœur du débat. Et donc, dans l'avis du CESE qui a été porté le 11 avril dernier, l'élément essentiel, c'est de permettre aux jeunes d'être maîtres en quelque sorte de son destin et de ne pas être prisonniers des structures existantes. Alors, on parle de la question du financement, puisque c'est aussi ce qui est au cœur de cette réforme. Je vous propose d'écouter Hervé Morin, c'est le président de Régions de France. Il appelait déjà le gouvernement à faire attention à ce transfert de compétences. On l'écoute. Moi, je suis président de la région depuis 2016. L'apprentissage a augmenté de 7% en Normandie. Dans toutes les régions, demandez ce qu'a fait Valérie Pécresse, ce qu'a fait François Bonneau, ce qu'a fait le président de la région Aquitaine, Alain Rousset. On a tous mis le booster sur l'apprentissage. Mais, pardon, l'orientation, qui est la clé du sujet, c'est-à-dire dire à des jeunes que l'apprentissage, ça peut être une voie royale pour trouver un boulot, pour avoir une belle carrière professionnelle. Est-ce qu'on a ce message-là au sein de l'éducation nationale? On a besoin de décentralisation. Vous verrez ce que je vous dis. La réforme de l'apprentissage, ce sera un échec gigantesque. Un échec gigantesque, dit Hervé Morin. Ce matin, Muriel Pénicaud a répondu en creux à cette critique formulée par les régions. On écoute la ministre du Travail. La réforme financière arrive en 2020. Et comme c'est issu d'une taxe, qu'elle est dynamique, en gros, il n'y a jamais eu autant d'argent en PACA, par exemple, pour cette année, l'année prochaine, pour le faire. Alors, dire couper les subventions dans une région qui déjà n'utilise pas tout l'argent de l'apprentissage pour l'apprentissage, moi je l'appelle à l'intérêt général, je pense que les esprits vont se ressaisir. On ne peut pas handicaper l'avenir de jeunes et d'entreprises, j'allais dire pour du bis-bis institutionnel. On est tous sur le pont et je pense que là, toutes les régions partagent ce point de vue. L'avenir de notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Clotilde Walter, la ministre, dit qu'il faut sortir des bisbilles institutionnels. C'est un peu ce que nous disait aussi à l'instant Jean-Claude de Bélanger, sortir du clivage droite-gauche en matière de réforme de l'apprentissage. Je ne suis pas sûre que ce soit un clivage droite-gauche. Je ne suis pas sûre non plus que ce soit un clivage une question institutionnelle. C'est une question de régulation. François Bonneau disait il y a une carte des formations que la région met en place avec d'ailleurs l'éducation nationale. Et il y a une carte qui permet de répondre aux besoins du territoire et qui permet aux jeunes de choisir son parcours, choisir sa formation. On n'envoie pas les jeunes. La question qui est au centre et qui est aussi qui me gêne, c'est celle de l'employabilité. C'est-à-dire que la formation doit permettre l'employabilité du jeune. Le jeune, il faut d'abord qu'il choisisse ce qu'il veut faire dans la vie, qu'il choisisse son parcours et qu'il fasse quelque chose qui le passionne, dans lequel il s'investisse. Et Jean-Claude Bélanger, qui est à côté de moi, est bien placé pour savoir que dès qu'un jeune a trouvé sa voie, a fait son choix, dès lors, il est parti, il s'investit à fond. Et c'est ainsi que, grâce à l'alternance, on a des jeunes qui, à partir d'un CAP, deviennent ingénieurs en ayant une formation par alternance tout au long de leur parcours. Et d'ailleurs, ce qui permet à ces jeunes d'avoir une ascension sociale et un parcours formidable par rapport au point d'où ils sont partis. Donc la question centrale, c'est celle-là. François Bonneau, il y a malgré tout des régions qui n'utilisent pas suffisamment le budget qui leur est alloué justement pour cette question de l'apprentissage. C'est ce que dit Muriel Pénicaud. Je suis comme beaucoup de présidents de région, président d'une région qui, je prends simplement les 5 dernières années, a investi 60 millions de plus que ce que j'ai perçu en taxe d'apprentissage pour développer les CFA. Et partout en France, à quelques exceptions près, on a une amélioration considérable des plateaux techniques, des conditions d'accueil. Donc pas de faux procès là-dessus. Ça ne nous permettrait pas d'avoir le bon diagnostic. Nous disons simplement que lorsque vous avez un département peu dense et que vous avez dans ce département peu dense, je prends juste cet exemple, 8 apprentis bouchers dans le CFA de la Chambre des métiers, et que vous avez un autre CFA qui est un CFA dans un département dense où il y a une grande population, vous en avez 48. Si vous payez au contrat, c'est ce que propose le gouvernement, vous allez avoir pour le petit département, le département fragile, 8 fois la somme de base, pour l'autre 48 fois la somme de base. On dit que s'il y a paiement au contrat, et ce n'est pas le choix des régions, ça nous paraît très périlleux. Si le choix
du paiement au contrat est fait par le gouvernement, alors il faut une enveloppe de modulation, d'aménagement du territoire qui soit conséquente. Et nous demandons pour ça, après calcul, 380 millions d'euros. On nous en donne 250 aujourd'hui et nous disons à la ministre, attention, si vous mettez 250 pour la régulation et l'aménagement du territoire, des sections faibles, pourtant essentielles pour les jeunes, essentielles pour les artisans, vont fermer. Et donc ce sont des alertes que nous posons aujourd'hui avec la volonté, encore une fois, de faire gagner l'apprentissage, de faire aboutir l'apprentissage. Il y a aujourd'hui trop peu d'apprentis et trop peu d'entreprises qui choisissent l'apprentissage comme une gestion prévisionnelle. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, il est urgent de le faire avant que la loi ne soit définitivement engagée. Jean-Claude Bélanger, c'est un risque de voir effectivement certains CFA fermés avec cette réforme ou encore des apprentis qui ont déjà du mal parfois à trouver un CFA, qui vont avoir encore plus de difficultés? Je ne crois pas. On sait que dans les 10 prochaines années, il y aura un renouvellement énorme de salariés d'entreprise qui vont partir en retraite. D'où il va falloir qu'on forme certainement 30% de plus d'apprentis par an pour qu'on puisse satisfaire ces remplacements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le paiement en contrat m'inquiète pas. Et au contraire, je dirais que vu qu'on libère la mécanique du financement du contrat d'apprentissage, doit nous permettre de développer l'apprentissage. Et je suis complètement d'accord avec François Bonneau pour que les régions puissent avoir cette capacité à réguler pour des métiers à faible effectif, pour qu'on ne mette pas en difficulté certaines filières dans les régions. Et ça, je partage complètement. Oui, Albert Ritzendaler, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce transfert de compétences va poser des problèmes, notamment pour les jeunes qui souhaitent accéder à certaines formations ? Alors, ce que démontre l'avis, et ce qui a été d'ailleurs souligné à travers l'enquête, la plateforme de participation citoyenne qui a été mise en place à cette occasion, c'est que les jeunes sont en attente d'une forte capacité à se mobiliser et à être mobiles. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à ce que les structures, que ce soit celles de l'éducation nationale et celles mises en place par les régions à travers les CFA, puissent communiquer, que des plateaux techniques puissent être partagés, de façon à ce que les parcours ne soient jamais irréversibles et qu'il y ait une véritable mobilité entre les structures et entre les différents acteurs, à la fois du point de vue du jeune, mais aussi du point de vue à la fois de l'éducation nationale et des CFA qui les mettent en place. Clotilde Walter, est-ce qu'on ne va pas finalement recréer une nouvelle usine à gaz avec cette réforme? On voit que déjà le dispositif était très dense, très complexe, et là le gouvernement veut le simplifier, mais on voit qu'il y a encore certains obstacles. Je ne le vois pas comme ça. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui est très important, c'est que, encore une fois, le jeune, quand on se met à la place du jeune, il a un parcours professionnel et il choisit un parcours professionnel. Il choisit un parcours de formation en étant jeune, 16 ans. On n'est pas forcément autonome. On sait pas forcément, entrer en apprentissage, c'est rentrer dans le milieu professionnel immédiatement et dans le monde de l'entreprise. On est autonome, on n'est pas autonome. C'est le parcours scolaire ou le parcours de l'apprentissage en entreprise. Donc, ce qui est très important, et c'est faire un choix dont on n'est pas sûr qu'il sera validé par l'expérience qu'on a. Donc, ce qui est très important pour les jeunes, c'est leur permettre d'avoir cette mobilité des parcours, d'avoir des passerelles entre le scolaire, l'apprentissage, la possibilité de revenir en arrière, de faire des choix différents. Et c'est pourquoi, moi, je pense que l'éducation nationale devrait, dans le parcours de préparation du bac pro, prévoir une année entière en alternance pour permettre aux jeunes d'avoir cette expérience irremplaçable dans le monde du travail et dans l'entreprise au moment où il passe son bac pro. François Bonneau, il y a une tribune dans le journal Le Monde, vous dénoncez avec les autres présidents de région une privatisation, c'est ça ? La crainte aujourd'hui, c'est que nous ayons ce que j'appelle une reverticalisation. C'est-à-dire que le gouvernement, une agence, France Compétences en la matière, décide de tout. Et l'illusion que parce que ce sera décidé en haut, ça va s'appliquer sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très différente. C'est la force de la décentralisation. La force de la décentralisation, c'est se mettre d'accord avec des branches professionnelles sur un territoire pour développer des plateaux techniques. C'est voir pourquoi ça gêne et comment on peut changer les choses. L'apprentissage, aujourd'hui, est une... Car il faut changer les choses. On se rend compte que le système ne marche pas forcément par rapport à nos voisins européens. Il faut la réforme. Nous avons proposé un système d'entrée-sortie permanente. Nous avons proposé un système de modularisation. Ce jeune qui a un baccalauréat scientifique et qui fait cordonnier, il n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune qui a fait une 3e SECPA et qui veut faire cordonnier. Donc nous sommes pour la réforme, mais il faut pour ça qu'il y ait un pilotage
publique avec les branches professionnelles au niveau des régions. Et aujourd'hui, nous demandons par exemple une carte cible. C'est quoi l'objectif de formation? La ministre dit les régions vont avoir l'investissement. Et quand vous investissez ou non d'une vision globale des besoins. Et cette vision, c'est une carte cible de l'apprentissage. Nous demandons à avoir dans chaque région, fabriquée avec les branches professionnelles, une carte cible des formations par l'apprentissage. Vous avez d'ailleurs également réfléchi à une carte des CFA menacée. On va peut-être la voir ensemble. Et si vous voulez la commenter, François Bonneau, très concrètement, combien de places pourraient disparaître? Mais il s'agit, vous les voyez sur le tableau, il s'agit très précisément des sections, pas des CFA, des sections de formation en apprentissage, un CAP, un bac pro, un BTS, qui, en fonction de la nature de leur effectif, si nous fonctionnons au coût moyen, au paiement au contrat, coût moyen, sans avoir une capacité de modulation suffisante, il s'agit du nombre de sections qui, en effet, ne seraient pas équilibrées et seraient menacées de fermeture. Jean-Claude Bélanger, pour autant, on le disait, il y a besoin de cette réforme pour augmenter les effectifs. Alors, quels sont, selon vous, les véritables besoins ? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est proposé dans la loi, donc de pouvoir faire une vraie communication à partir des classes de 4e, 3e, me paraît être une bonne chose, car aujourd'hui, on a une communication sur les métiers qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre de jeunes ne choisit pas son métier, accepte ce qu'on lui propose par défaut pour qu'il puisse se construire à travers l'apprentissage d'un métier. Quand on arrêtera de dire écoute, les difficultés que tu as à l'école, la seule possibilité que tu as, c'est de rentrer en apprentissage, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et je crois que les dernières décennies, à travers les politiques qui ont été engagées sur le sujet, nous a pas permis de développer l'apprentissage, tout simplement parce qu'on a voulu avoir certainement des visions à court terme. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse projeter la communication sur l'apprentissage sur le long terme. Communiquer auprès des plus jeunes dans les écoles. Ça sera par les plus jeunes dans les écoles, quand on présentera les métiers à ces plus jeunes, sur lesquels nous communiquerons sur ce que sont les métiers, que ces jeunes connaîtront les métiers mieux qu'ils les connaissent aujourd'hui, pourront faire vraiment des choix délibérés et non pas subir ces choix par rapport à des essais qu'ils peuvent avoir. Nous avons un dispositif qui s'appelle Manufacto, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons construit ce dispositif avec Hermès. Et c'est vrai que nous allons dans les écoles primaires pour leur présenter les métiers. Et nous mesurons la façon dont les jeunes regardent les métiers. Et certains jeunes, à 10 ans, se disent « moi, je n'avais pas pensé de faire le métier de menuisier. Et en fait, c'est peut-être le métier que je vais faire demain. » Il faut effectivement, dès le plus jeune âge, c'est ce que vous avez constaté, Albert Itzon tout à l'heure, inciter, montrer aux jeunes les possibilités offertes par l'apprentissage. Vous proposez d'ailleurs d'intégrer dans Parcoursup, dans ce nouveau logiciel, des souhaits en matière d'apprentissage. Absolument, dans Parcoursup comme dans AFENET d'ailleurs, de façon à ce que l'apprentissage soit vraiment reconnu comme une possibilité de formation au même titre que les autres. Mais je crois qu'il n'y aura pas de promotion de l'apprentissage s'il n'y a pas une promotion globale de la formation professionnelle initiale. Et le débat qui existe entre les lycées professionnels d'un côté et l'apprentissage de l'autre n'a pas lieu d'être au regard des enjeux économiques et des enjeux pour l'insertion justement des jeunes. Et donc, l'avis du CESE propose à la fois de démultiplier les parcours de découverte, de remplacer le stage de 3e par des parcours de découverte qui peuvent avoir lieu en 4e, en 3e, mais aussi en seconde, en première et en terminale, pour permettre à un jeune qui est même engagé dans une filière scientifique du baccalauréat, en réfléchissant, de se dire que l'apprentissage, et pourquoi pas moi, et également au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce que nous proposons également, c'est de faire de la classe de seconde une véritable année d'orientation qui permette à chaque jeune de pouvoir élaborer son parcours, y compris en intégrant une partie dans un CFA, une partie dans le cadre d'une formation en lycée professionnel, et de façon à ce qu'il puisse choisir en quelque sorte son parcours de formation, en intégrant aussi la réflexion dans le cadre de la formation tout au long de la vie, puisque c'est également un des enjeux fondamentaux de la formation professionnelle. Clotilde Walter, vous qui avez été en charge de ce dossier dans le précédent quinquennat, est-ce qu'il y a encore des verrous psychologiques de la part des élèves, des parents, justement, sur le regard qu'ils portent sur l'apprentissage ? Effectivement, il y a les représentations sociales qui pèsent très fort. C'est pour ça que je crois qu'il faut absolument arrêter de dire ou de laisser penser que l'apprentissage, l'alternance
ce sont des voies de relégation et de second choix quand on n'a pas réussi. Ça, c'est ce qu'il faut combattre. Mais justement, il faut aussi faire découvrir les métiers. Ça vient d'être dit. Et c'est très important dès le plus jeune âge. D'ailleurs, il y a des associations formidables, dont une qui s'appelle l'Outil en main, qui a un réseau associatif sur l'ensemble du territoire et qui présente à des jeunes entre 9 ans et 13 ans des métiers le mercredi après-midi, en dehors des heures de classe, pour que des retraités souvent ou des professionnels leur montrent et leur fassent découvrir en une année un certain nombre de métiers. Et c'est vrai qu'on est souvent emprisonné dans son quartier, dans sa ville, dans sa famille, et qu'on n'a pas de vision assez globale des métiers. Je pense que le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'alternance devienne un principe et que ce soit pas réservé aux apprentis avant le bac et entre parenthèses à ceux qui n'auraient pas réussi et qui ne feraient pas autre chose, mais l'alternance, ça doit être pour tous les jeunes, pour toutes les formations, de façon extrêmement large, avant le bac, après le bac. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le président de la République, François Hollande, avait souhaité faire un effort très important dans la fonction publique avec un programme pour recevoir des apprentis dans la fonction publique et qui avait bien marché. Cette banalisation de ce type de formation initiale est un élément qui peut être important pour les familles et pour les représentations sociales. Il faut encore modifier, faire évoluer les mentalités en matière d'apprentissage. François Bonneau. Elles ont évolué. Regardons ce qui se passe chez les jeunes dans le supérieur. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes dans l'enseignement supérieur, le nec plus ultra, c'est de faire la formation d'ingénieur, c'est de faire la formation de gestion ou de commerce, c'est de faire le DUT, c'est de faire le BTS par l'apprentissage. Ce qui n'était pas vrai il y a 25 ou 30 ans. Donc dans les générations d'aujourd'hui, il y a cette idée que associer un enseignement général, technique, à une application professionnelle, c'est certainement quelque chose qui permet vraiment d'épanouir un certain nombre de réalités personnelles et de bien apprendre. Globalement, ce qui fait défaut aussi, c'est peut-être, en dehors d'alternance, c'est l'image d'un certain nombre de métiers. Vous prenez les métiers de l'industrie aujourd'hui, les jeunes ne les connaissent pas, ils sont exercés dans de grands ensembles, et parce qu'ils ne les connaissent pas, ils les voient simplement à travers une vision d'hier, voire d'avant-hier. C'est à la fois Zola et 3 décennies de crise industrielle. Eh bien, aujourd'hui, dans de très nombreux secteurs, je prends celui, par exemple, de la métallurgie. C'est plus du tout les mêmes conditions. Je prends celui de tout ce qu'on appelle les métaux en feuilles. Hier, vous aviez des presses qui étaient des presses pneumatiques qui faisaient un bruit pas possible. C'était très dur comme ambiance. Aujourd'hui, vous allez dans ces entreprises, vous avez des systèmes hydrauliques avec beaucoup de précision, avec des commandes numériques, etc. Donnons aux jeunes la possibilité, au cours de leur formation, de voir cela. Et je pense en effet que les séquences éducatives, je pense que les stages sont absolument fondamentaux et que concrètement, il ne faut pas opposer le lycée professionnel à l'apprentissage. Il faut plus d'alternance dans le lycée professionnel et il faut aussi qu'il y ait des sections d'apprentissage qui soient tantôt dans des CFA, tantôt dans des lycées professionnels. Il faut donner de la souplesse, il faut faire respirer. C'est le sens des réformes que proposent aujourd'hui les régions et nous voulons vraiment qu'il y ait un pilotage public avec les branches professionnelles sur les territoires pour assurer l'aménagement du territoire et nous voulons une réforme de l'orientation. Ouais. Que font les compagnons du devoir justement pour lutter contre ce déficit d'image, ce manque d'information des jeunes sur ce que représente l'apprentissage aujourd'hui? Alors c'est vrai que chez les compagnons du devoir, on propose un parcours lisible du CAP jusqu'au master professionnel. Aujourd'hui, un jeune, quand il rentre chez les compagnons, son parcours est balisé. Et c'est ce qui manque aussi dans beaucoup de filières de formation. On a parfois des centres de formation qui forment au CAP, BP, voire BTS. Ensuite, le jeune, faut qu'il se réoriente dans un autre centre de formation s'il veut poursuivre ses études. Et c'est vrai que, entre autres dans le bâtiment, si on avait dans nos structures de formation un parcours lisible du CAP au moins à la licence professionnelle, je pense qu'on intéresserait beaucoup plus de jeunes dans nos métiers, malgré qu'aujourd'hui, nous avons un déficit de recrutement dans certains métiers, comme le métier de maçon ou de couvreur. Et c'est vrai que... on n'a pas trop de problème de recrutement sur ces métiers-là, tout simplement. C'est qu'on donne une parfaite visibilité auprès de la jeunesse et on donne une certaine garantie auprès des familles sur le parcours que l'on propose. On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais vous entendre, Albert Ritschenthaler, aussi sur cette question. Est-ce que c'est vraiment la solution au chômage des jeunes? Ça n'est une.
c'en est une importante et qui est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit, comme je l'évoquais précédemment, dans l'enjeu qui est celui de l'orientation et de la formation tout au long de la vie. Et sur ce point, les problématiques d'orientation et d'ouverture du champ des possibles et des capacités de bond et de rebond pour chaque jeune, elle est tout à fait fondamentale et elle est nécessaire il est nécessaire qu'elle soit intégrée dès le parcours de formation initiale. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de travail à faire et ça nécessite que des personnels soient en capacité d'assurer ces missions et ça nécessite également du dialogue social. Si on veut aller vers la personnalisation des parcours, vers des engagements, il faut que les personnels qui vont accompagner ces jeunes soient en capacité de le faire dans des conditions satisfaisantes pour tout le monde. Clotilde Walter, sur justement le taux d'insertion de ces jeunes, ça vous paraît être une bonne solution pour lutter contre le chômage des jeunes aujourd'hui ? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que c'est une voie d'excellence pour eux. C'est ainsi qu'il faut le présenter. Et c'est vrai que l'insertion des apprentis se fait dans d'excellentes conditions, puisque 7 apprentis sur 10 a un contrat d'embauche au terme de son contrat d'apprentissage ou dans les 6 mois qui suivent. Donc c'est un élément avant tout de formation initiale, de qualification qui allie la formation avec une expérience professionnelle. Et donc, ça leur donne, à un âge relativement jeune, l'expérience et la qualification qui leur permettent d'accéder à l'emploi plus facilement que dans des formations générales classiques. Je le dirais plutôt ainsi. Ouais. François Bonneau, le mot de la fin, on a entendu Hervé Morin dire « cette réforme est vouée à l'échec ». Vous êtes un peu plus optimiste ? Non, pas plus optimiste. Le paiement au contrat, je l'ai dit, ne correspond pas à notre vision. Nous avons, en tant que région, dans notre compétence, une expérience là-dessus, qui est une expérience sur laquelle nous avons porté une analyse. Si le paiement au contrat est décidé, il faut véritablement une carte cible des formations. Il faut pouvoir travailler avec les branches, mais ce n'est pas en sortant les régions du jeu qu'on travaillera avec les branches. Et puis, il faut des moyens financiers de modulation, d'aménagement du territoire qui, aujourd'hui, ne sont absolument pas assurés. Eh bien, merci à vous, François Bonneau. Merci, Clotilde Walter. Merci. Albert Ritzenthaler. Merci, Jean-Claude Bélanger. On va passer à un autre thème, puisque vous le savez, le projet de loi Asile-Immigration a été voté ce week-end, tard dans la nuit, à l'Assemblée nationale. Quelle va être l'attitude des sénateurs sur ce texte ? La majorité sénatoriale a déjà formulé plusieurs propositions en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Samia Dechir. Largement adopté à l'Assemblée nationale, le projet de loi Asile et immigration passera difficilement au Sénat. Pour les Républicains, majoritaires à la Chambre haute, le texte est trop laxiste. Pas question de le voter en l'état. Ils comptent bien l'amender dans un sens plus restrictif. On ne prend pas les vraies décisions, ni sur les centres de rétention, ni sur le vote par le Parlement de quotas d'immigration chaque année, ni sur le contrôle aux frontières, ni sur les moyens financiers de raccompagnement aux frontières et les accords nécessaires avec les pays d'origine pour qu'ils reprennent leurs originaires. Donc voilà, on a un texte qui au final, juridiquement dit « Ah bah oui, on va pouvoir réduire le temps des papiers », mais tout ça, ça n'a pas de sens. À gauche, on dénonce au contraire un texte trop dur envers les demandeurs d'asile. Le Parti socialiste votera contre. Même sur l'amendement qui évitait que des enfants soient dans des centres de rétention, dont chacun s'accorde à dire que ce n'est pas le lieu où doit se trouver un enfant, le gouvernement n'a pas cédé. Et donc ce gouvernement est un gouvernement qui, encore une fois, revient sur le droit d'asile, réduit le droit d'asile dans notre pays, et vous le voyez bien, il fait aussi quelques clins d'œil à la droite la plus extrême. Et donc nous sommes bien évidemment contre ce texte-là, et nous mènerons la bataille au Sénat. À gauche, comme chez les Républicains, le projet de loi Asile et immigration fait l'unanimité contre lui au Sénat, où il sera examiné au mois de juin. Il y avait eu le choc du 21 avril 2002 et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Il y a un an, Marine Le Pen était plébiscitée par 7 millions d'électeurs avant d'être battue par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la présidente du parti frontiste est à la peine. Certains lui prédisent une lente agonie. Pourtant, l'extrême droite progresse en Europe. En témoigne encore la mobilisation de jeunes identitaires dans les Alpes dimanche. Fabien Riquer. C'est une date gravée dans les mémoires. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle et précipite la France dans la rue.
De nombreux jeunes vivent alors un baptême politique. Des manifestations spontanées éclatent partout en France contre le racisme et l'intolérance. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. 15 ans plus tard, l'accession de Marine Le Pen au second tour n'émeut plus les foules. Pire, sa campagne ainsi que le score frontiste aux législatives sont jugés comme des contre-performances en deçà des attentes. Une preuve que le FN a changé de statut. Que reste-t-il alors de la génération 21 avril? Le Front National est-il devenu normal? Bientôt rebaptisé Rassemblement National, le parti d'extrême droite s'apprête à poursuivre sa transformation. Rénovation pour laquelle vous m'avez élu à la présidence du mouvement en 2011, je vous demande maintenant de la conduire à son terme. Un récent sondage créditait Marine Le Pen de 23% d'intention de vote. Malgré une crise récente de leadership, les idées du Front National restent toujours ancrées dans la société. Et Anaïs Voisgil, spécialiste de l'extrême droite, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Anaïs Ouajilis, vous êtes doctorante en géopolitique à l'Institut français de géopolitique et je le disais spécialiste de l'extrême droite en France mais aussi en Europe. On le voit dans ce sujet de Fabien Requert. Il y a un an, Marine Le Pen était plébiscitée par 7 millions d'électeurs. Elle avait atteint le second tour de la présidentielle. Depuis, il y a eu sa débâcle télévisuelle face à Emmanuel Macron. On parle d'une lente agonie. Est-ce que Marine Le Pen est finie selon vous ? Marine Le Pen est en difficulté au sein de son parti, puisque en effet, elle a raté complètement le débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. On l'attendait comme une personnalité crédible à la tête d'un pays, et elle s'est montrée totalement en dessous de ce qu'on attendait d'elle. Et post-élection, donc grosse déception au sein du Front National, il y a deux événements majeurs qui se passent. Un, Laurent Wauquiez qui est en train de percer au sein des Républicains avec une ligne assez dure, qui rappelle à certains égards celle du Front National. Deux, le bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, qui s'en va pour fonder son propre parti. Donc Marine Le Pen traverse un peu une crise de légitimité, puisqu'elle a voulu rénover le parti, le dédiaboliser, et au final, ça n'a pas conduit au résultat espéré. Justement, puisque vous parlez de Florian Philippot, c'est vrai que des figures ont déserté le parti, il a lancé son propre mouvement. Il y a aussi sa nièce, Marion Maréchal, qui s'est mise en retrait de la vie politique française, même si récemment à Washington, elle a prononcé un discours aux accents très politiques. Et puis, il y a toujours aussi Jean-Marie Le Pen, qui a, dans ses mémoires, une fois de plus, égratigné sa fille. Ce sont des conditions difficiles pour la présidente du Front National? Oui, il est évident que ces conditions sont un peu des formes de désavouement, désavouées par Florian Philippot, qui avait contribué un peu à rénover cette ligne du parti, à venir sur des questions beaucoup plus sociales, sur une ligne beaucoup plus étatiste, alors qu'historiquement, le Front National est un parti plutôt libéral sur le plan économique, très conservateur sur le plan des mœurs, par contre. Donc, il la désavoue pour aller fonder son parti. Sa nièce se met en retrait de la vie politique, à mon avis, à la fois parce qu'on a le droit de faire autre chose dans la vie, mais également, à mon sens, de manière stratégique. Et Jean-Marie Le Pen, bien entendu, qui, notamment face au changement de nom souhaité par Marine Le Pen, considère que c'est une trahison au regard de l'histoire du Front National et de tout ce que ce parti a pu traverser sous la conduite du père de Le Pen père. Est-ce qu'il y a un problème aussi de stratégie, de positionnement par rapport à l'Europe, puisque certains militants ont pu être déçus par son revirement sur la sortie de l'euro? C'est en tout cas ce qui a conduit notamment justement à la scission avec Florent Philippot. Alors, c'est ce qu'on observe un peu chez le Front National, mais aussi dans d'autres partis alliés du Front National au niveau européen, c'est qu'il y a aujourd'hui un rejet massif par les citoyens de l'Union européenne, mais de l'Union européenne dans ce qu'elle est aujourd'hui, pas de la construction européenne. Donc il y a un appel à un renouveau de la construction européenne. Donc les partis sont en train d'évoluer sur une ligne finalement où on n'est plus vraiment de sortir de l'Union européenne, mais plutôt d'aller vers une Europe des nations avec un retour de la souveraineté beaucoup plus fort au niveau national. Et si vous voulez, Marine Le Pen, avant le premier tour des présidentielles et aussi dans l'entre-deux tours, a une ligne totalement fluctuante. Et on le voit, globalement, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques qui ont tendance à avoir des fluctuations très fortes sur des points forts dans leur ligne politique, ont tendance à désabuser à la fois leur base électorale forte, mais aussi les électeurs qui sont simples sympathisants. Pour autant, Marine Le Pen a été réélue à la tête du parti lors du congrès de Lille. C'est un simple trou d'air, comme elle le dit elle-même, ou une traversée du désert qu'elle a devant elle.
Il y a une part de vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on le constate, les idées historiques du Front National, ce qui a fait sa force, sont plus que jamais présentes dans la société. On voit qu'il y a un glissement des droites vers ces idées, qu'il y a un renforcement dans toute l'Europe de ces idées. Pour autant, la figure politique de Marine Le Pen aujourd'hui va devoir prouver, et notamment aux élections européennes, qu'elle est capable de refaire de son parti le premier parti français. Et avec l'évolution de la droite et le refus catégorique d'une majorité des sympathisants de droite de faire des alliances avec le Front National, elle risque d'être dans une posture compliquée qui, à mon avis, sera plus qu'une traversée du désert. Justement, sur cette question des alliances, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un débat à la fois au sein du parti Les Républicains, avec certains, dont je pense à Thierry Mariani, qui prônent des alliances avec le Front National. Au sein du FN aussi, eh bien, certains estiment, et c'est le cas par exemple en Gironde, qu'il faut aller vers LR. Ça, c'est la solution justement de ces deux partis? Je ne sais pas, je ne suis pas apte à dire si c'est la bonne ou la mauvaise solution. En tant que chercheur, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, on constate dans les autres pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Autriche, qu'on a cette tendance d'alliance entre l'extrême droite et la droite. En France, aujourd'hui, si le Front National s'allie avec la droite, il va aller à l'encontre de tout son discours qu'il a construit pendant des années, seul contre les autres. Donc déjà, ça peut poser un certain questionnement pour sa base électorale, avec une remise en cause d'un certain nombre de discours de nous contre tous pourris, etc., etc. La droite, aujourd'hui, n'a pas intérêt à s'allier avec l'extrême droite au regard de sa force électorale. Vous parliez des élections européennes, effectivement, ça sera la prochaine échéance en 2019 pour Marine Le Pen. Quelle doit être sa stratégie justement pour redevenir le premier parti de France, comme vous l'évoquiez? Sa stratégie, je pense que la première chose, c'est d'avoir une ligne claire, changer de nom de parti. On regarde dans l'histoire, tous les gens qui ont changé de nom de parti, ça n'a jamais été une grande réussite. Donc c'est affirmer quelle est sa ligne politique, résoudre un certain nombre de débats qu'il y a au sein du Front National, sur la question européenne en premier lieu, mais aussi sur les questions économiques. Est-ce que le Front National souhaite rester un peu étatiste sur le plan économique, ou souhaite-t-il revenir à son histoire sur une ligne beaucoup plus libérale? C'est des choses qu'elle va devoir trancher pour assurer ses électeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les électeurs de droite, en tout cas, n'accepteront jamais une alliance avec un parti qui refuserait la construction européenne. Ça paraît paradoxal de voir aujourd'hui Marine Le Pen en difficulté, alors que les idées justement d'extrême droite prospèrent aujourd'hui en Europe. On a encore vu, peut-être on va voir sur les images des jeunes identitaires ce week-end dans les Alpes, justement au col de l'Échelle, manifester contre la venue de migrants. Que vous inspire cette mobilisation? Moi, je pense que le problème numéro un de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est son débat. Elle a voulu se présenter comme une personnalité politique, comme une future présidente de la République, elle a échoué. Et là, il y a un travail de reconstruction de son image médiatique et de femme politique d'envergure à refaire. Sur tout ce qu'on observe, bien entendu, il y a les identitaires. L'été dernier, il y avait eu le bateau Sea Star pour lutter contre l'immigration. C'est une chose un petit peu différente qu'on observe, qu'on doit un peu décorréler du Front National, qui est qu'aujourd'hui, un certain nombre de citoyens ont un sentiment d'invasion. On retrouve toutes les théories du grand remplacement chères à l'extrême droite, et décident de passer eux-mêmes à l'action pour défendre leur territoire, pour défendre leur nation et défendre les valeurs dans lesquelles ils croient, parce qu'ils ont le sentiment que cette nation et ses représentants politiques ne sont pas capables de le faire. Ça, finalement, ça affaiblit Marine Le Pen, qui a passé justement beaucoup de temps à vouloir dédiaboliser son parti. Elle ne va pas assez loin, elle n'est pas assez extrême pour ces jeunes notamment. Oui, en fait, je pense qu'elle a créé aujourd'hui un espace à sa droite. Maintenant, la dédiabolisation, on peut aussi voir que c'est un exercice qui a ses limites. Si je prends un exemple très fort de dédiabolisation en Europe, qu'on a vu très récemment, c'est le Jobbik en Hongrie. Le Jobbik, je rappelle, c'était un parti ouvertement néo-nazi, avec des marches qui rappelaient les grandes heures de la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets. Le parti a fait un revirement complet. Il a nettoyé très fortement toutes les franges radicales, comme l'a fait le Front National, et pour autant il n'a pas réussi à être l'alternative qu'il souhaitait face à Viktor Orban. Donc c'est pas parce que vous vous dédiabolisez que vous allez réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le Front National est deuxième force du pays, ou première force aux élections européennes, il a une base électorale historique qui se retrouve dans ce discours. Et plus vous allez vous nuancer,
plus vous allez insatisfaire cette base électorale qui va donc se tourner vers d'autres partis. Donc c'est un pari très difficile finalement. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Ouajilis pour cette analyse. Il y a un an, Emmanuel Macron a accédé lui aussi au second tour face à Marine Le Pen, on vient d'en parler. Parmi ses premières réformes, la loi de moralisation de la vie publique, adoptée dans la douleur, on s'en souvient. Aujourd'hui, l'ONG Transparency International a dressé le bilan de 12 mois de lutte contre la corruption. Pour elle, les avancées sont encore insuffisantes. Fabien Riquer. Emmanuel Macron avait promis de moraliser la vie publique. À un an d'exercice, Transparency International dresse un bilan d'étape pour le moins mitigé. Sur le financement de la vie politique, la loi de moralisation votée à la rentrée n'aurait procédé qu'à des ajustements selon l'ONG, qui demande que les flux financiers entre partis politiques et candidats soient contrôlés en temps réel par la commission des comptes de campagne. Dans 3 campagnes électorales, en 1995, en 2007 et en 2012, de graves soupçons de corruption ou d'irrégularités importantes sont constatés. Et donc il nous paraît nécessaire de sortir de cela. Et pour ça, nous avions fait des propositions dès 2017 visant à établir un contrôle en temps réel des dépenses pendant la campagne électorale. Si l'encadrement des indemnités de frais de mandat des parlementaires représente un progrès selon l'ONG, il reste du chemin à faire à l'Assemblée nationale et au Sénat en matière de transparence budgétaire, y compris au niveau des groupes politiques. Quant au rapport de la Cour des comptes sur les finances des 2 assemblées, ils ne sont aujourd'hui pas rendus publics. Nous demandons effectivement des contrôles plus détaillés et plus publics, et aussi des contrôles indépendants, notamment contrôle de la Cour des comptes sur les comptes des assemblées, et pas simplement un contrôle qui soit formel, mais qui aille plus loin. L'ONG suivra également de près les débats sur la réforme constitutionnelle, dont dépend notamment la limitation du cumul des mandats dans le temps. Le gouvernement s'attaque à la refonte de la fiscalité. Après avoir annoncé la suppression de la taxe d'habitation, il faut à présent compenser les 9 milliards d'euros de manque à gagner d'ici à 2022. Les explications d'Adrien Develay. Elles sont rares, les collectivités qui ont déjà signé l'accord du gouvernement. 322 villes, départements et régions sont concernés par les nouveaux contrats de maîtrise des dépenses locales et seulement 11 se sont pour l'instant engagés. Pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, cet effort fourni par les collectivités est drastique, mais nécessaire. Nous sommes parfaitement conscients de nos responsabilités et nous devons participer à l'effort général de maîtrise des dépenses publiques. Le gouvernement s'y est engagé. Les collectivités pourront adapter leurs dépenses en fonction des spécificités locales et répète une fois de plus qu'il n'est pas question de baisser les dotations. Le président de la République dit aux élus locaux « Je vous fais confiance et je ne baisse plus les dotations ». Nous maintenons les dotations, nous les avons même globalement un petit peu augmentées. En contrepartie de quoi, je vous demande d'être responsable et de faire des efforts. De tenir les dépenses de fonctionnement avec une augmentation ramenée à 1,2%. Ça n'est pas une baisse de dépenses de fonctionnement. C'est une limitation de la hausse des dépenses. Et nous demandons aux 322 collectivités les plus importantes d'un point de vue budgétaire de signer ce contrat. Beaucoup préparent la signature. Mais pour 311 mairies et départements, pas question de signer en l'état. Pour ces derniers, le dispositif va à l'encontre du principe de libre administration des collectivités. Il y a un dialogue, il existe actuellement entre l'État et les collectivités, mais il ne se traduit pas par des résultats. Donc ce que nous demandons simplement sur les sujets des régions, des départements et des communes, que ce dialogue de bonne qualité se termine par des solutions et que nous puissions aboutir sur des sujets importants. Voilà, si nous n'aboutissons pas, là ce sera une forme de colère des élus locaux. Pour l'instant, c'est non pas un avertissement, mais c'est un message que nous adressons au gouvernement. Parlons-nous, mais aboutissons. Le gouvernement a incité les collectivités à réaliser 13 milliards d'économies sur la durée du quinquennat. Le bras de fer pourrait se poursuivre jusqu'à la fin des discussions, à la fin juin. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jérôme Bascher, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Oise, membre de la Commission des Finances ici au Sénat. Bienvenue à vous. François Ecal est également sur ce plateau, ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO. Vous êtes fondateur du site fipeco.fr. Merci d'être avec nous. Et puis Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE. Merci d'être avec nous. Cette refonte de la fiscalité, elle est attendue? Est-ce qu'elle est nécessaire, Jérôme Bascher, selon vous? Alors, le gouvernement l'a rendue nécessaire, en vérité, car c'est assez simple. Il y a la taxe d'habitation qui baisse de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire 80% de la population d'ici 2020. Et après, il y a encore les 20% restants à faire. C'est
le sens de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et ce que nous avions porté, nous, devant le Conseil constitutionnel, sénateurs Les Républicains. Il y a donc là au moins 9 milliards à trouver, et donc il faudra expliquer comment on trouve ces 9 milliards qui ne sont pas pour l'instant financés dans le programme de stabilité du gouvernement. François Heckel, elle est nécessaire, cette réforme, malgré tout. C'est un sujet sensible, on voit que les précédents gouvernements s'y sont parfois cassés les dents. On n'était pas obligé de supprimer la taxe d'habitation, ni même d'ailleurs simplement pour 80% des ménages. La taxe d'habitation était un impôt qui avait beaucoup de défauts. Le principal défaut, c'est qu'il repose sur des valeurs, qu'est-ce qu'on appelle les valeurs cadastrales, qui sont complètement absurdes, parce qu'elles ont été calculées il y a 50 ans et elles n'ont jamais été révisées depuis. Donc on aurait pu réformer ces valeurs cadastrales, mais aucun gouvernement n'a jamais eu le courage de le faire depuis 50 ans. Bon, donc à défaut de résoudre le problème, on supprime le problème en supprimant la taxe d'habitation. Donc effectivement, comme on vient de le dire, aujourd'hui, les 20% de ménages qui pour le moment sont exonérés payent à peu près 8 milliards. Donc en 2020, ça fera peut-être plutôt 9 milliards. Donc il va falloir trouver 8 ou 9 milliards par rapport à ce qui est prévu dans le programme de stabilité. Donc soit on laisse le déficit public s'aggraver, c'est pas très prudent. Soit on dit on va faire des économies supplémentaires à hauteur de 8 milliards, c'est pas vraiment crédible. On va faire des économies déjà. On en fait déjà beaucoup et c'est pas déjà ça va pas être facile d'arriver à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, donc c'est pas crédible. Soit on augmente d'autres impôts. Ouais. Henri Sterdignac, quel regard portez-vous sur cette refonte annoncée de la fiscalité locale? Mais d'abord, comme on vient de le dire, la mesure de suppression de cet impôt est une erreur. On a besoin, il est logique d'avoir un impôt qui soit payé par les contribuables au niveau communal. Là, on va briser complètement le lien entre la fiscalité locale et les électeurs des communes. Donc, ce n'est pas une réforme géniale. On peut dire c'est une erreur. La bonne réforme, c'était de revoir les valeurs cadastrales, surtout qu'on va être obligé de le faire pour la taxe foncière. Donc, voilà, à partir de là, on a le choix entre deux solutions, soit reconstituer un impôt qui remette un lien entre les contribuables et les maires pour lesquels ils votent, mais les gens à qui on a supprimé l'impôt ne vont pas être contents d'apprendre qu'il va y avoir un nouvel impôt, soit trouver d'autres ressources, mais naturellement, le lien entre le contribuable et le conseil municipal sera perdu. Alors que j'accueille Alain Richard, bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur La République En Marche du Val d'Oise, vous êtes justement chargé par l'exécutif de mener à bien cette mission sur la réforme de la fiscalité locale. Le débat a déjà commencé, vous avez entendu Henri Sterdignac qui vient de dire que c'était une erreur de supprimer la taxe d'habitation. Nous verrons au Parlement, dans quelques mois, qui proposera de rétablir un impôt individuel. J'ai déjà passé un moment à dialoguer avec la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans sa pluralité. Donc j'ai entendu, et je partage jusqu'à un certain point, ces regrets. Mais qui transformera ces regrets en proposition de nouvel impôt? C'est le problème de la démagogie fiscale. C'est plutôt populaire, effectivement, de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Pas seulement, cher monsieur, je ne vous interromprai pas, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que premièrement, la situation antérieure faisait déjà échapper aux variations de l'impôt local à peu près 40% de la population. Et que si on recrée un impôt, j'y ai travaillé, et j'exclus pas de donner mon avis personnel à un moment. Si on recrée un impôt individuel et responsabilisant, il ne pourra être fondé que sur le revenu. Parce que notre Constitution prévoit qu'on tienne compte des capacités contributives. Et je ne vois pas comment on pourrait inventer un système dans lequel des gens qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu national seraient conviés à payer un impôt sur le revenu local. Ce serait une petite difficulté. Donc je pense que cette piste-là, ça n'est pas forcément judicieux d'y consacrer trop de temps. En réalité, nous allons avoir un choix, c'est ce que nous allons proposer dans quelques jours au gouvernement, entre transférer la taxe foncière des départements aux communes et aux intercommunalités. D'ailleurs, quand je dis communes et intercommunalités, ça ouvre des sous-choix, ce qui donc maintient un pouvoir de délibération fiscale substantielle dans les communes qui sont celles qui gèrent la pluralité des services publics,
auquel cas il faut trouver évidemment un remplacement pour les départements. Mais comme les comptes ne sont pas justes, naturellement, puisque quand vous transférez un impôt à un autre, collectivité par collectivité, vous avez un problème d'ajustement, il y aura besoin, et je crois que c'est une idée qui est assez partagée, qu'un impôt national, comme ça se produit dans tous les pays développés, soit en partie transféré aux collectivités locales. J'ajoute d'ailleurs que sur les 140 milliards d'impôts que perçoivent les collectivités territoriales aujourd'hui, il y a déjà 43 milliards qui sont des impôts de l'État transférés aux collectivités et qui ne provoquent aucune plainte. Donc c'est quand même un sujet qui mérite un peu réflexion. C'est une information, Jérôme. Il y a quand même quelque chose qui est une vraie révolution qui n'est pas dite. C'est que derrière tout cela, c'est un jeu de bonneteau quand même sur les impôts locaux. Vous avez le droit d'être péjoratif. Non mais c'est assez important, ce n'est pas que être péjoratif que de dire que si on perd... pas flatteur quand même. C'est une réforme. Ça dérange tout le monde, les réformes. Non, il y a d'autres choses plus importantes que dire on a baissé de 10 milliards ou de 20 milliards les impôts derrière tout cela. C'est faire perdre en vérité de l'autonomie fiscale aux collectivités. Et c'est ça la vraie révolution. Car quand vous aurez transféré, et pourquoi pas, la taxe foncière au bloc communal intercommunal, à ce moment-là, il n'y a plus, je vous le dis, de pouvoir de taux pour les départements. Alors, il n'y avait plus de pouvoir de taux pour les communes, alors du coup, on le transfère au département. C'est ce que j'appelle un jeu de bonneteau ou de poker menteur, si vous préférez. Mais toujours est-il que derrière tout cela, on est en train d'arrêter l'autonomie fiscale des collectivités et de les mettre sous la tutelle de l'État qui va donner des dotations. Et ça ne sert plus à rien de signer les contrats dont on vient de parler dans votre reportage. Ça ne sert plus à rien, car comme votre dépense sera limitée par vos recettes qui seront entièrement données par l'État, eh bien à ce moment-là, ça ne sert à rien de signer de tels contrats. C'est la fin de la libre administration des communes, justement, de matière fiscale, François Ecal. Alors, je crois qu'il faut distinguer, dans l'échange entre les deux, je pense qu'il faut distinguer deux problèmes. Il y a un premier problème qui est le fait que les communes vont perdre une ressource, la taxe d'habitation, qui aujourd'hui leur rapporte 22 milliards d'euros, peut-être 25-26 à l'horizon 2020. Donc là, on peut faire des redéploiements entre les départements, les communes, l'État, etc. On peut faire tous les redéploiements qu'on veut. Il reste qu'au niveau consolidé de l'ensemble des administrations publiques, de l'État, des collectivités locales, etc., si on supprime totalement la taxe d'habitation, il manquera 8 milliards d'euros. Donc il y a bien deux chiffres qui sont de nature totalement différente. Il y a des redéploiements qui devront être faits à hauteur de 22 milliards. Ça, on peut appeler ça un jeu de bonneteau, ce que vous voulez. Mais on redispatche, on redéploie, on répartit, et voilà, ce que vous voulez. Et puis, mais il reste qu'il va falloir trouver 8 milliards. Et ça, je ne vois pas comment on va faire autrement que de les faire payer par des impôts supplémentaires ailleurs. Peut-être l'impôt sur le revenu, c'est peut-être une bonne idée. En tous les cas, à la question y aura-t-il un nouvel impôt, Emmanuel Macron a répondu. C'était dimanche dernier chez nos confrères de BFM. Écoutez. Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un nouvel impôt national, et il n'y aura pas d'augmentation de la pression de cet impôt. Ce qui veut dire que là, nous compensons à l'euro par les économies qui sont faites par l'État, et puis il y aura un élément de substitution, c'est-à-dire qu'on donnera à l'une des collectivités un bout d'impôt national et il y aura une recomposition entre les collectivités. Henri Serdignac, il n'y aura pas de nouvel impôt, mais peut-être justement, comme l'indiquait Alain Richard, des redéploiements. Évidemment, la bonne solution, on vient de l'entendre, et M. Alain Richard nous a confirmé, il n'y aura pas d'impôt local sur les contribuables des communes, donc tant pis pour la démocratie locale, ce sera les propriétaires qui vont voter, qui vont payer alors qu'ils ne votent pas dans la commune. Par contre, en ce qui concerne la ressource au niveau macroéconomique, il y a une réponse qui a été fournie par la France lorsque on a donné notre programme à Bruxelles. Ça consiste à dire, globalement, ce qui va augmenter, c'est la contribution climat-énergie. Quand on regarde ce qu'on donne à Bruxelles, effectivement, la ressource qui augmente, c'est la contribution climat-énergie. Et tout le problème maintenant, ça va être trouver des tuyaux qui vont faire que cette contribution climat-énergie, elle va irriguer, si on peut dire, soit les départements à qui dont on va supprimer la taxe foncière sur les propriétés bâties. Éventuellement, on va leur donner un petit bout de CSG, mais à ce moment-là, la contribution climat-énergie devra aller financer le reste de la protection sociale. Le plus probable, c'est qu'on va imaginer toutes sortes de tuyaux pour, comme ça.
si effectivement, tant pis pour la démocratie locale. C'est un sujet sensible, Alain Richard. La démocratie locale risque d'y perdre, selon vous? Oui, j'observe que la quasi-totalité des pays développés n'ont pas de taxe d'habitation et ont pourtant une démocratie locale assez vivante. Donc c'est une perception française, disons un peu renfermée, qui consiste à dire qu'il y a un lien entre les deux. Mais tout ce que nous racontons est enregistré et pourra être utilisé un jour ou l'autre quand on viendra à la décision. Bon, il me semble qu'il est possible, à échéance de 2020, voire 2021, car la date d'application de la suppression totale de la taxe d'habitation peut être encore étalée comme elle l'a été pour le dégrèvement. Et donc, il ne me paraît pas hors de portée, avec le travail qui est engagé sur les réformes de l'État, de trouver 8 milliards de moindres dépenses en plus, ou moins 8 milliards de moindres baisses d'impôts ailleurs. Oui. On peut baisser les retraites, on peut baisser les allocations familiales, on peut baisser le RSA. Mais je veux dire... La boîte à idées est ouverte. On vous enregistre, parce que tout ça, vous savez bien que ça n'a pas le moindre sens commun et que ça n'est pas ce qui sera fait. C'est pour ça que c'est la CCE qui... Sur 1200 milliards de dépenses publiques, avec un programme de vraies réformes qui dérange plein de gens, qui ont plein de porte-parole. Je n'ai pas vu le programme 2022 qui devait sortir en même temps que le programme de stabilité. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout la même échéance. Pas du tout la même échéance. Non. Et comme vous le savez... Les économies ne sont pas du tout... montré, démontré. Vous nous avez promis un instant. Vous l'affirmez, vous, monsieur le ministre. Vous l'affirmez, vous. C'est vous qui affirmez que... Je dis qu'on peut trouver 8 milliards de plus. Je suis sûr qu'on peut en trouver 8 de plus, mais enfin, pour l'instant, on en est à 0. Donc 0, on peut toujours trouver... Je vous dis qu'on a 3 ans pour ça. Que deuxièmement, l'enjeu de la démocratie n'est pas principalement fiscal. Et je rappelle que plus de 40% des Français aujourd'hui ne payent pas soit la taxe d'habitation, soit payer une taxe d'habitation plafonnée par le revenu, donc qui n'évolue pas, qui n'est pas sujette à des augmentations. Va-t-on maintenir, Alain Richard, la taxe d'habitation ? Il est hors débat, pardon. Va-t-on maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, Alain Richard ? En revanche, pardon, mais il me semble que si on dit aux collectivités, vous aurez un panier de recettes, comme on dit, qui globalement évoluera comme la richesse nationale. C'est-à-dire beaucoup plus que les 1,2 pour la sécurité sociale depuis de nombreuses années. C'est en train de marcher, vous pouvez le vérifier dans les chiffres. Uniquement par un aspect conjoncturel. C'est vraiment parce que ce pays faire des efforts structurels avec une conjoncture qui va mieux. Ce pays est peut-être en train de faire des réformes qui améliorent sa croissance. Il me semble que c'est en train de se faire. Vous êtes dans l'opposition, vous avez le droit de tout dénier. C'est la plupart des économistes. Écoutez, pardon, mais trimestre par trimestre, la démonstration contraire est en train de se faire. Et on n'a pas fini les réformes. Et il continuera à y avoir des tas de gens qui s'opposeront à toutes les réformes avec les meilleurs arguments du monde. C'est tellement mieux de continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais il me semble simplement que si on fait 2,5 ou 2,7% de croissance des recettes, pendant qu'on fait 1,2% de croissance des dépenses, on améliore la situation financière des collectivités. C'est en train de se faire. Est-ce qu'on va justement améliorer cette situation financière des collectivités? On voit qu'Alain Richard a du mal à convaincre son collègue Jérôme Bascher. Oui, c'est l'opposition, c'est normal. Je suis désolé de le dire que moi je ne crois pas qu'on puisse faire plus d'économies que ce qu'il y a dans le programme de stabilité. Ça, pour moi, c'est extrêmement clair. Déjà, si on arrive à les faire, ça sera très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le programme prévoit déjà 60 milliards d'économies de manière relativement floue. Je veux bien qu'on dise à chaque fois, ça ne sera pas 60, ça sera 68, mais je veux dire, il n'y a pas... Sinon, moi je pense, comme Henri Sterlignac, qu'il faut en effet un impôt local payé par les contribuables locaux, parce que c'est le seul moyen de faire comprendre aux gens localement que s'ils demandent des dépenses publiques supplémentaires, ça coûte quelque chose. Sinon, la demande de dépenses publiques, de services publics locaux, elle est infinie. Donc il faut que les gens payent quelque chose. Donc la taxe d'habitation a disparu, dont acte. Je pense que l'impôt sur le revenu local est une bonne idée.
Donc là, je partage. Je serais très heureux que vous appuyiez cette idée. La taxe départementale sur le revenu, elle a été votée en 1990. Techniquement, c'est tout à fait possible d'asseoir localement une partie de l'impôt sur le revenu. Je pense d'ailleurs que si on supprime la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés, pour lesquels ce n'était pas prévu initialement, ça va poser un problème politique. Il y a un moyen très simple de financer ces 8 milliards, c'est de majorer le taux de la tranche à 30% de l'impôt sur le revenu. C'est exactement, en plus, on tombe exactement sur le bas du niveau de la tranche. C'est très facile. Et ça sera exactement les mêmes personnes qui paieront, au lieu de payer la taxe d'habitation, elles paieront une majoration d'impôt sur le revenu. Elles pourront considérer que c'est un peu, c'est un jeu de bon taux, mais je pense que c'est la seule façon de le faire. Oui. Non. Oui, du point de vue technique, du point de vue de la logique fiscale, vous avez sans doute raison. Je veux dire, il existe une logique fiscale qui échappe à la logique politique et qui consiste à dire naturellement, il faut un impôt ressenti par les contribuables locaux. Maintenant, du point de vue de ce qu'on a annoncé à Bruxelles, et du point de vue de politique, je pense pas que ça se fera. La grande question maintenant, ça va être effectivement comment on va indemniser les départements du fait qu'ils vont perdre cette taxe foncière. Et les départements ont maintenant un rôle extrêmement important en matière sociale. Est-ce qu'on peut réorganiser les relations entre les départements et la protection sociale de manière à avoir effectivement une ressource type CSG au département, sachant que, par ailleurs, le jeu de bonneteau, c'est qu'il faudra... il n'y a plus de contribuable local. Il n'y aura plus de contribuable local, mais c'est Macron qui nous a tués. Oui, mais je n'ai pas Macron nous a tués avec ses promesses inconsidérées au moment des campagnes électorales. Jean Bachet, ensuite la réponse de Juste deux remarques par rapport à ce qu'a dit le président de la République la semaine dernière. On a entendu il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale locale. Enfin, je suppose que c'est un lapsus parce qu'il ne peut pas le décider, car ce sont bien les collectivités qui doivent le décider. Donc j'ai été un petit peu surpris de cette phrase-là, qui était tout aussi fausse d'ailleurs que celle qui a consisté à dire il n'y a pas de baisse de DGF, de dotation globale pour les petites communes. J'invite tous les maires des petites communes, et l'Association des maires ruraux de France l'a très bien expliqué, à expliquer pourquoi ils ont moins de dotation et que pourtant le président a dit le contraire. Oui, ça m'intéresse d'avoir votre opinion, parce que pour les critiques, vous êtes imbattable, mais pour savoir s'il faut faire de la péréquation. Parce que deux observations toutes simples. Volontiers. Ce qui s'est passé sur la DGF, c'est que le montant global réparti est resté le même et que la partie péréquation de la taxe de la DGF a fonctionné. Proposez-vous qu'on l'abolisse et qu'il n'y ait plus de péréquation du tout. Ça intéressera beaucoup les gens des communes qui ont des ressources faibles. Mais j'ajoute une chose, c'est que si on... Je suis un peu en contradiction là-dessus parce que j'ai un regret qu'on n'introduise pas un prélèvement sur le revenu local. Mais nous savons tous que si nous créons un prélèvement sur le revenu local, commune par commune, il y a de tels écarts de revenus des habitants d'une commune à l'autre, que quand on appuie sur ce bouton-là, il faut appuyer en même temps sur le bouton péréquation. Exactement. Et donc, on ne fera pas payer aux gens, aux communes, ce qu'il y aura sur leur feuille d'impôt, mais que ce sera redistribué. Donc, pardon, mais on va entrer dans une période de réforme sur ce sujet-là. Le flot de propos de facilité va être absolument irrésistible, mais à la fin, on va attendre les propositions. Est-ce que le gouvernement va maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, Alain Richard ? Nous lui proposerons, le gouvernement et le Parlement. Parce que derrière tout ça, moi, ça m'intéresse de savoir qui prendra position sur quoi en responsabilité, en votant la loi de finances comme parlementaire. Les propos de facilité, à un moment donné, il faut les traduire en actes. Mais donc, nous proposerons au gouvernement de faire succéder à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui au passage est un outil d'équilibre financier pour de nombreuses communes touristiques, qui ont besoin de vivre en ayant 2000 habitants l'hiver et 50 000 l'été, et donc qui ont besoin de ressources, de le remplacer par un complément de la taxe foncière fondé sur la même base de calcul, puisque les bases imposables sont en partie comparables, avec un taux évidemment abaissé, de manière à garder cette ressource-là. Ça peut
éponger l'écart de l'ordre de 2 milliards. 2 à 3 milliards d'euros par an. Ce sont Pardon 2 à 3 milliards d'euros par an. Plus près de 2 à mon avis. François Eccal. Il faut éviter de faire des promesses de casse. Je pense que le gouvernement va être obligé de garder la taxe d'habitation sur les résidences secondaires parce que sinon il ferait un très beau cadeau à tous les étrangers qui ont une résidence secondaire en France et qu'on n'arrivera pas à rattraper autrement par un autre impôt. Donc on va le garder. On va garder ce qui quelque part est paradoxal parce qu'on supprime la taxe d'habitation mais elle va quand même rester sur les résidences secondaires. Et en effet, ça doit être, comme les résidences secondaires font à peu près 10% du parc de logement en France, ça doit représenter à peu près 2 milliards. Sur cette question, Jérôme Bécher, vous êtes favorable, vous, au maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires ? Je pense qu'effectivement, si on cherche de la justice dans l'ensemble, ce n'est pas absurde. Le vrai truc, c'est qu'il y a eu un présupposé qui était faux, qui était de supprimer la taxe d'habitation, mais une fois que c'est fait, effectivement, toutes les solutions qui viennent derrière, comme l'a dit Alain Richard, sont mauvaises. Donc c'est ça le problème. C'est que il faudra revoir de façon la péréquation. Vous m'avez posé la question. Il faudrait revoir l'ensemble des péréquations. Donc on ne peut pas pleurer sur la DGF diversifiée. Et donc la démagogie qui est en train de se faire... Je suis contre la péréquation horizontale. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre de l'argent à l'État, mais on explique qu'il faut qu'il fasse des économies. C'est-à-dire que quand l'État décide seul, il y a un moment, pour la place des collectivités locales, ce qui a été le cas de M. Macron et de ce gouvernement sur la taxe d'habitation, aucun maire n'était aujourd'hui demandeur. Parce qu'on sait très bien que si on réforme, par exemple, la base, si on réformait les bases, vous savez très bien que ce seraient les petits qui perdraient. Ce sont les studios qui perdraient. C'est ça l'expérimentation qui a été faite sur 5 départements. Donc ça veut dire qu'il faut garder des bases fictives. Ce sont des bases qu'il faudra revoir sans doute sur un tunnel et sur de grande durée, oui. Bien sûr, mais quand est-ce qu'on appuie sur le bouton ? Nous allons proposer au gouvernement d'appuyer sur le bouton maintenant, parce que, je vous signale, quand même, dans notre Constitution, il est prévu que les gens payent suivant leurs facultés contributives. Aujourd'hui, les bases sur lesquelles 40 millions de Français sont imposés à la taxe foncière sont des bases fictives. Si un jour quelqu'un conteste sa base en disant « Pardon, mais il y avait un très beau papier dans le Parisien ce matin qui disait d'un côté de rue à l'autre, dans la commune de X, les gens payent du simple au double », ça n'est pas supportable. Donc c'est une réforme difficile. C'est aussi insupportable sur le foncier, vu que c'est la même chose. C'est une réforme difficile, donc on va voir là encore qui appuiera sur le bouton pour dire je vote pour, ou qui trouvera les prétextes les plus talentueux pour dire encore une réforme qu'il ne faut pas faire. Il fallait faire... Henri Cernignac. La réforme qui n'était pas démagogique, c'était de faire la révision des valeurs cadastrales pour l'habitation et pour les taxes foncières en même temps. Les deux en même temps, voilà, il y aura eu des mécontentements, mais au moins on avait une base pour le justifier et pas cette mesure saugrenue qui consiste à coincer en quelque sorte l'avenir de la fiscalité avec une mesure qui aide 80% des gens, mais et sur lequel on aura du coup beaucoup de mal à revenir. C'est pour ça que je pense quand même qu'il faut essayer de faire une réforme rationnelle et de se poser la question, est-ce que certaines dépenses des collectivités locales, c'est vraiment des dépenses locales ? Et si ce n'est pas des dépenses locales, c'est-à-dire c'est des dépenses qui sont en fait des dépenses de protection sociale ou des dépenses d'éducation, il faut sans doute les recentraliser. Ça permet de réduire quand même le poids de la fiscalité locale qui, comme vous savez, a trop fortement augmenté en France. Mais c'est 6 points de PIB sur les 45, donc ça va, il y a encore de la marge. En tous les cas, votre idée, c'est par exemple que le personnel de service des écoles, qui est une dépense scolaire, soit assumé par l'État ? Le problème, c'est la logique de ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que vous savez que les dépenses sociales, actuellement, il n'y a aucune raison qu'elles soient assumées en partie et que la hausse soit assumée en partie par les départements. Écoutez, et que si demain on dit ça va être financé par la CSG, ça reposera le problème du partage entre les départements et la protection sociale. C'est un problème de la bonne gestion de ces crédits. Oui. Est-ce que vous pensez que les régimes de protection sociale sont plus, vigilants sur l'utilisation de chaque euro que ne le sont les conseils généraux en matière d'attribution du RSA, d'insertion. Le problème, c'est ce qu'il faut dupliquer tous les... Dans mon département, tout va bien. Alors, exactement. Vous voyez bien. Il y a des bons exemples. En tous les cas, soient illégitimes à mener ces politiques. On attend le résultat de votre mission très prochainement, Alain Richard, celle que vous menez avec votre collègue Bure.
Ça sera à la fin du mois. Merci en tous les cas d'être venu sur le plateau. Merci Alain Richard, merci Jérôme Bascher, merci François Ekal, merci Henri Sterdignac. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans les Hautes-Pyrénées, terre d'élection de la sénatrice RDSE Maryse Carrère. C'est un département, vous allez le voir, en plein renouveau, malgré une position isolée au centre de la région Occitanie. Ce territoire de montagne bénéficie d'une nouvelle dynamique grâce, entre autres, au développement touristique. C'est un reportage d'Audrey Vuettaz. Une avancée dans le vide à 2800 mètres d'altitude, avec pour panorama la chaîne des Pyrénées. Ah oui, oula. J'ai un peu j'ai le pied montagnard, mais moyen quand même. Hein. C'est vrai que quand même suspendu au-dessus du vide, c'est impressionnant. La sénatrice Maryse Carrère découvre la toute nouvelle attraction du Pic du Midi, le ponton dans le ciel, qui finit par un sol de verre. Construction hors norme sur un site hors norme, 20 ans après l'ouverture de l'Observatoire au tourisme. On est en train d'investir ici 7 millions d'euros. Et la passerelle n'est qu'un appendice, j'ai envie de dire, mais non des moindres, puisque c'est quand même à travers ce type d'attraction qu'on peut redonner, en tous les cas, un certain goût au public de revenir sur le site. Toujours en respectant l'idée originelle du pic, rendre accessible la haute montagne à un public citadin et à des personnes à mobilité réduite. Avec une contrainte majeure, le public du pic est majoritairement local. On a un bassin de clientèle qui est le Grand Sud-Ouest et il faut le prendre en considération. C'est des gens qui ont envie de revenir et s'ils veulent à revenir, autant qu'ils reviennent pour des choses nouvelles. Une problématique qui n'est pas réservée au pic, mais que l'on retrouve dans tout le département. Situation géographique, accessibilité. Les Hautes-Pyrénées attirent des touristes de l'Ouest français principalement. Bonjour Isabelle. Salut Maryse. Ça va? Oui, ça va. À cela s'ajoute un déficit de notoriété par rapport à d'autres massifs, à d'autres lieux. On est sur un territoire de montagne dont l'image n'est pas aussi facile que d'autres destinations comme le littoral par exemple. Et donc chez nous, les investisseurs privés ne viennent pas spontanément. Et donc l'aménagement, le développement touristique sur notre territoire, il se fait grâce à l'aide des collectivités locales. Sur les 10 dernières années, le conseil départemental a apporté 15 millions d'euros pour structurer l'offre touristique. Depuis la loi NOTRe, qui réorganise le territoire, il faut faire sans ce financement. Une circulaire empêche les départements d'aider les porteurs de projets privés. Mais sans ces investissements, c'est la première économie du département qui est en danger. Et cela concerne tous les territoires touristiques. La solution viendra peut-être de la mission d'évaluation des réformes territoriales au Sénat, dont Maryse Carrère fait partie. On a commencé déjà quelques auditions. On va faire le tour des territoires pendant quelques mois. Je pense que c'est des questions qui vont nous être posées aussi et qu'on pourra faire remonter. Moi, je ferai remonter en tout cas la problématique de ce département en termes de tourisme. Parmi les premiers touchés, les acteurs de l'hébergement. Nous sommes ici à l'hôtel du Lion d'Or, dans la station balnéaire de Cauterets, un hôtel familial qui accueillait à l'origine des curistes et qui a pu se réinventer en partie grâce à l'aide du département. Des travaux tous les ans pour s'adapter aux nouvelles exigences des touristes. Des superficies de chambres plus importantes, des literies plus larges, des WC indépendants de la salle de bain, dans des chambres où à l'époque donc il n'y avait même pas de salle de bain. Un peu plus haut, dans la station de ski, la saison hivernale s'achève sous le soleil. Les tout derniers touristes profitent du ski de printemps. C'est splendide là, hein. Le panorama est magnifique. Pour faire face à la maturité du ski et à la baisse des subventions, la station s'est associée à d'autres lieux du tourisme pyrénéen à travers une société d'économie mixte, une SEM, pour économiser. Elle achète du matériel, elle achète des engins de damage, elle achète beaucoup de matériel au profit des stations. En s'associant avec d'autres lieux touristiques attractifs, la station bénéficie d'un rayonnement plus large. Aujourd'hui, on a des groupes de Japonais qui nous concernent l'été. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a peut-être 10 ans. On s'ouvre à l'Asie, à des clientèles asiatiques et à différents marchés. Et ce que nous permet justement les regroupements ou les élargissements de périmètre. Un premier pas en dehors du marché traditionnel des stations pyrénéennes. Oui. Bonjour Maryse Carrère, merci d'être avec nous. Vous êtes donc sénatrice RDSE de ce département des Hautes-Pyrénées qui mise beaucoup sur le développement de l'activité touristique. C'est vraiment le cœur aujourd'hui qui fait battre votre département? Oui, c'est une économie importante pour notre département, mais on ne part pas de rien parce que déjà cette économie est conséquente. Elle représente plus de 658 millions d'euros
un poids économique pour notre département. Donc on ne part pas de rien. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le contexte concurrentiel est important. Donc il faut de plus en plus bouleverser un peu les comportements et aller plus loin dans la recherche de clientèle, notamment internationale. Vous misez aussi sur l'innovation. On a vu ces nouveautés au pic du Midi. Comment c'est accueilli par les touristes ? Bien, très bien. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est suspendu dans le vide avec près de 600 mètres dessous nos pieds. C'est des choses comme ça qui font que l'innovation, les produits un peu exceptionnels attirent de plus en plus de touristes dans notre département. La saison de montagne se termine, la saison de ski. Il faut passer maintenant à la saison estivale. Votre département a aussi des atouts, notamment avec Lourdes. Là aussi, c'est un atout capital pour le département. C'est un atout capital. Hein. C'est vraiment le poumon économique du tourisme départemental. Mais c'est aussi 12 stations de ski pour la partie hiver. C'est aussi 8 stations thermales. Le thermalisme est très important dans notre département. Premier département en termes de stations thermales. Les plus grosses stations thermales sont dans notre département. Et 10 centres de balnéothérapie aussi, qui fait qu'on est aujourd'hui sûrement le département le plus zen de France. On entendait Audrey Vétas dans ce reportage estimer cependant que ce secteur d'activité était en danger. C'est aussi le sentiment que vous avez ? Alors c'est un sentiment un peu mitigé. Effectivement, depuis quelques années, c'est vrai que la mutualisation de toutes les énergies au niveau départemental ont fait que ce département a fait de gros investissements. Au niveau économique, justement, le Pic du Midi, en 20 ans, c'est 40 millions d'euros d'investissement qui ont été faits par les collectivités locales. Effectivement, on a chez nous un déficit les privés ne viennent pas forcément sur notre département, donc c'est les collectivités qui font les efforts en investissement. Aujourd'hui, effectivement, les collectivités n'ont plus les mêmes moyens qu'avant. On ne leur donne plus non plus les possibilités. C'est une des conséquences de la loi NOTRe C'est une des conséquences aussi des baisses de dotations au fil des années. Bon, pas cette année, mais les précédentes années, la baisse des dotations. Et puis la loi NOTRe aussi, qui ne permet plus au département d'investir, de porter des politiques en donnant des subventions à des privés. Alors comment on fait pour trouver de ressources nouvelles, justement, sans ces aides de l'État ? Il va falloir qu'on soit encore plus imaginatif et on peut les accompagner autrement. On a vu Isabelle Pellieu, directrice de Haute-Pyrénées Tourisme Environnement, qui est le comité départemental de tourisme des Hautes-Pyrénées, qui aussi accompagne les porteurs privés par d'autres moyens, en les aidant par exemple à relooker leurs hébergements, à faire un effort sur la qualité de l'accueil de l'hébergement. Pas forcément en apportant des moyens aujourd'hui financiers, mais en apportant des conseils. Les communes doivent aussi se regrouper. Il y a eu en début d'année le regroupement de l'agglomération Tarbes, Lourdes, Pyrénées. Ça représente justement 128 000 habitants. Ces territoires, ils n'ont pas d'autre choix que de se regrouper pour peser davantage ? Oui, bien sûr, la mutualisation est toujours importante aussi. On fait mieux à plusieurs. Et je pense que ça donnera peut-être aussi des moyens plus importants pour le tourisme, et notamment sur Lourdes, puisque Lourdes fait partie de cette nouvelle agglomération. J'espère que demain, elle pèsera de tout son poids pour encore plus accentuer l'attractivité de cette ville. Vous misez aussi sur les touristes étrangers. Comment on fait pour les attirer dans ce territoire ? Là, c'est tout un travail au niveau départemental aussi, au niveau du comité départemental de tourisme, qui va, par le biais des salons, des tours opérateurs, qui va toucher ces tours opérateurs directement. C'est tout ce travail de relations presse aussi qui est important. Il faut aller à l'international, mais avant d'aller à l'international, il faut aussi avoir la capacité d'accueillir l'international avec une qualité d'hébergement, une qualité d'accueil, des produits un peu exceptionnels, comme on l'a vu au Pic du Midi. Et ça, je pense que ce travail, il est fait depuis quelques années, mais il faut qu'il perdure. Il y a encore des freins aujourd'hui au développement touristique et économique du département, selon vous ? Des freins financiers. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais je pense que les Hauts-Pyrénéens sont résilients. Et donc, quand ils ont moins d'argent, ils sont plus imaginatifs. Ouais. Et ils savent plus aussi se serrer les coudes. Alors, ça a été également rappelé, vous faites partie ici au Sénat d'une mission. Comment allez-vous travailler ? Que voulez-vous dire au gouvernement, justement, à travers ces travaux ? Alors, cette mission pilotée par Mathieu Darnaud, sénateur, n'a pas encore tout à fait commencé ses premiers travaux.
Il y a eu juste un premier déplacement sur les territoires. Je pense que les prochains déplacements sont très vite prévus. Justement, je pense que le tourisme sera quand même un point important à analyser par rapport à la loi NOTRe. Alors, ce n'est pas forcément la loi NOTRe qui a dit que les départements, par exemple, ne pouvaient plus aider les porteurs privés. C'est une circulaire, comme l'expliquait le reportage. Donc ça, je pense qu'il faudra l'analyser et c'est des messages qu'on pourra aller porter auprès du gouvernement pour voir s'il y a une possibilité de modifier cela. C'est important parce que le département ne puisse plus aider ces territoires, ces privés chez eux. Sur son territoire, c'est pénalisant. C'était 3 millions d'euros qui étaient investis sur le département par le Conseil général à l'époque avec le Fonds départemental de tourisme. Aujourd'hui, ces 3 millions d'euros n'existent plus pour les privés et c'est dommageable. Eh bien, merci à vous, Maryse Carrère, d'être venue en parler sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, votre émission politique, L'épreuve de vérité, qui reçoit ce soir Frédérique Vidal. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très bonne soirée à tous et à demain.